Salut à tous, c'est Jory, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. On va condenser tout ce qu'il faut savoir de la sphère crypto dans cette vidéo, que ce soit les actualités chaudes. Il y aura pas mal de choses à savoir pour cette semaine, notamment au niveau des données économiques qui peuvent influencer le cours du Bitcoin. On fera aussi du coup le point sur le cours du Bitcoin et la clôture hebdomadaire qu'on a eu hier soir. Et puis on fera un petit point comme d'hab en fin de vidéo sur mon portefeuille. Si tu veux suivre la série, si tu aimes bien mon contenu, n'hésite pas à le liker pour aider au référencement et t'abonner à la chaîne YouTube. Et on part tout de suite sur la vidéo. Allez, au niveau de la map crypto aujourd'hui pour ce premier jour de la semaine, on se retrouve avec un petit peu de rouge malheureusement, mais ça reste encore très léger. Le Bitcoin qui repasse très légèrement sous les 17 000 $, moins 1%, l'Ether presque moins 2%, 1250 $. Et au niveau des altcoins, on a quelques alts qui sont très légèrement dans le rouge foncé. Dogecoin, moins 8%, Avalanche, Avax, moins 5%, NIR aussi un petit peu dans le rouge, Chiliz aussi qui est un petit peu dans le rouge, mais voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvements sur la map crypto aujourd'hui. Allez, on se retrouve sur les graphiques et on commence par celui du Bitcoin pour changer. On va se faire un petit point sur l'hebdomadaire puisque hier on a eu donc la clôture de la semaine précédente. Donc on va faire un point sur la bougie, donc une espèce de doji après une belle bougie d'impulsion la semaine précédente. Donc voilà, un petit temps d'arrêt qui est marqué. On n'est pas très loin de la zone de résistance, je vous le dis, 18 000 $. C'est tout simplement le gros niveau pivot qui nous attend maintenant sur le BTC en hebdo pour pouvoir récupérer cet ancien support, le support qui a tenu depuis le début du mois de juin qu'on a perdu à cause de FTX. Alors, on ne l'a pas vraiment touché, mais voilà, cette bougie nous montre qu'il y a déjà un petit ralentissement au niveau de la hausse sur les niveaux là où nous nous trouvons au niveau des 17 000 $. Au niveau du RSI, on a toujours la divergence haussière potentielle parce qu'elle est pas validée. Il faut venir clôturer avec un RSI au-dessus de 40 pour valider cette divergence. Donc voilà, honnêtement, il n'y a pas énormément de choses à dire en plus sur l'hebdomadaire. On va décaler sur les plus petites unités de temps parce que, et là aussi, on va voir qu'il n'y a pas forcément non plus beaucoup de choses à dire. Sur le journalier, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le niveau des 17 000 $, là franchement ça saute aux yeux, que ça sert comme résistance. On voit un nombre de clôtures la journalière depuis globalement le 30 novembre 2022. On a beaucoup de mal à s'affranchir du niveau des 17 000 $. Donc voilà, on est en stand-by, on attend ce fameux dépassement, mais pour l'instant ça n'arrive pas. Et si on bascule encore plus petit sur du 4 heures, eh bien là je vous ai mis un petit indicateur qui est sympa, c'est tout simplement le volume de gamme en gros depuis ici. Donc en gros depuis le 30 novembre 2022 et le début du range entre 17 300 et 16 700 $ à peu près, quelle est la zone qui a été le plus travaillée, ou en fait sur quelle zone on a le plus eu d'échanges. Et là vous voyez c'est le petit trait rouge qu'on a ici qui est pile à 16 980 $, donc on va arrondir à 17 000. Donc voilà, ça se voyait à vue d'œil que c'était vraiment la zone médiane, l'endroit qui était le plus travaillé dans ce range. C'est pour ça que je vous avais dit 17 000, mais cet indicateur peut venir un petit peu affiner l'analyse. Et donc clairement, ce qu'il faut en retenir, c'est que quand on passe au-dessus de 17 000, c'est clairement un avantage bull. Quand on passe en dessous de 17 000, c'est un avantage bear. Hier soir, on est repassé très légèrement en dessous. Là, on est en train de travailler pile du coup le POC, donc le Point of Control. C'est comme ça que ça s'appelle le milieu de cette gamme-là de volume. Donc voilà, là on travaille le milieu. Malheureusement les amis, j'ai pas de boule de cristal, on verra bien de quel côté on part. Mais voilà, comme j'ai dit, ce qu'il faut retenir, c'est au-dessus de 17 000, c'est plutôt boule. En dessous, on est plutôt pour un retour, comme je vous dis à chaque fois, plutôt sur le bas du range. Sinon, au niveau des autres graphiques à surveiller en corrélation avec le Bitcoin, on a bien évidemment les indices américains et notamment le plus connu, le SP500, qui est toujours sur une zone importante. Donc là, on est en hebdomadaire, vous voyez la zone des 3950 points à peu près. Je vous l'avais déjà monté dans une précédente vidéo. On est posé dessus, donc on part vraiment pile sur support. Donc à voir si cette semaine, on va réussir à faire une relance haussière sur le journalier séparé. On est posé sur le support, donc là, il y a vraiment un seuil technique à surveiller au niveau du SP500 dans les prochains jours. Qui arrive. Et au niveau du dollar, c'est un petit peu la même chose. Alors si on prend un petit peu du recul et qu'on se met sur l'hebdomadaire,
Personnellement, et le mensuel c'est pareil, je vous avais dit que je visais la zone des 100 à peu près comme point de chute de cette baisse là qui est entamée depuis le niveau des 115. Mais si on se base en journalier, qu'on peut un peu plus affiner les niveaux de support, on voit que quand même on est sur un niveau de support au niveau ici des 105. Et potentiellement, si on brise le dernier point bas ici du coup qui est vers là à 104-105, on aura l'accélération vers ce fameux niveau des 100 et ça permettra très probablement au SP500, aux indices américains et au Bitcoin de s'envoler un petit peu plus vers le haut. Si jamais le dollar à l'inverse reprend sa hausse et tient ce support, là ça risquerait d'être un peu plus compliqué pour nos crypto-monnaies. Allez, on passe maintenant sur les news et je vais essayer d'être concis parce qu'il y en a pas mal au programme et l'objectif de la vidéo c'est de vous faire un récap en 10 minutes, donc voilà, il faut tenir le petit rythme, j'ai du mal, à chaque fois il y a plus de 10 minutes sur les vidéos, donc je vais essayer d'être concis aujourd'hui. Donc on commence par des données économiques qui vont être très importantes cette semaine et ça va à coup sûr impacter les marchés financiers. On a mardi 14h30 aux États-Unis, prix à la conso, bon ça c'est pas le plus important, le vrai du vrai ça commence surtout mercredi avec une réunion FOMC et surtout une application de la politique monétaire, donc potentiellement une augmentation des taux d'intérêt. Alors je dis potentiellement, on pourrait même dire quasi sûr, parce que regardez ici si on met les probabilités, alors ça charge un petit peu, hop. Donc là, on est sur une augmentation à 75% de probabilité des taux de 0,5 points. Donc actuellement, ils sont à 4 points, les taux directeurs de la Banque centrale, et ils seraient donc à 4,5 pour 75% de chance. Et on a du coup le reste 25% qui estiment une augmentation de 0,75 points. Ce qui mettrait les taux à 4,75 points et donc qui serait encore plus agressif. Donc évidemment le marché, les scénarios bullish et bearish, c'est pas compliqué. Si on est dans ce cas-là, et en plus de ça il faudra surveiller le discours de Jérôme Powell, parce que ce qu'il va dire ça va être très important, hein, voir s'il va essayer de rassurer plutôt les marchés ou si au contraire il va dire que la hausse des taux et surtout le rythme de la hausse des taux ne va pas forcément se calmer en 2023. C'est ça qui va être attendu de la part de toutes les personnes qui spéculent sur les marchés. Donc clairement, si Jérôme Powell dit on va se calmer un petit peu sur la hausse du rythme des taux directeurs et qu'on est sur une augmentation de 0,5 points, là ça sera plutôt bullish. Et à l'inverse, si déjà on a les 0,75 points, là c'est pas du tout bullish, et si en plus il rajoute un discours bearish derrière, là c'est la catastrophe totale et on aura sûrement des marchés qui risqueraient, les actifs risqués qui risqueraient de dévisser. On poursuit la semaine avec les taux d'intérêt jeudi à 14h15 de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact sur les marchés financiers, moins que les États-Unis, hein, parce que c'est quand même les États-Unis qui dominent globalement la sphère financière, mais ça aura quand même un impact, hein, c'est quand même important. Derrière, on aura l'inscription au chômage aussi aux États-Unis à 14h30, et enfin une conférence donc, de la BCE, donc donnée par Christine Lagarde, qui est la directrice de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne. Et on terminera vendredi 9h15, 9h30 avec l'indice des PMI, donc France et allemand. On passe maintenant plus sur news crypto qui nous est partagé par CryptoGoku sur Twitter. On aurait donc un groupe de discussion sur Signal appelé Exchange Coordination qui recouperait les CIO des échanges crypto. Donc c'est assez fou, hein, comme révélation je trouve. WSG révèle que CZ aurait dit à SBF, CZ donc patron de Binance, SBF ancien patron de FTX, le 10 novembre 2022, très probablement dans ce groupe, de cesser de causer plus de dégâts et de cesser d'essayer de dépeg les stablecoins. Donc ça c'est assez intéressant, ça montrerait peut-être un peu les motivations qu'a eu CZ, parce que si SBF cherchait vraiment à faire du mal à l'écosystème, on sait déjà qu'il est potentiellement responsable de la chute de Luna, on sait du coup maintenant aussi que potentiellement il essaie de s'attaquer au stablecoin, et voilà, parce que lui il avait probablement beaucoup de fonds via son exchange, il pouvait plus ou moins manipuler un petit peu les cours aussi, donc il y avait des faiblesses sur les stablecoins, on le sait. D'ailleurs en ce moment il y a peut-être un dépeg de l'USDD de TRX. Donc voilà, pour se faire de l'argent, SBF n'avait aucun mal à aller attaquer directement son propre écosystème et potentiellement lui faire courir des risques systémiques, hein, parce que les stablecoins, c'est clairement des risques systémiques qui pèsent sur la crypto. Si nos stablecoins se cassent la gueule, le marché il prend très très cher derrière.
Donc voilà, CZ, c'est ce qui l'aurait poussé à attaquer SBF, à dévoiler, à dire qu'il vendait CFTT, et voilà, la suite on la connaît maintenant. Donc hâte de voir un petit peu ce qui va sortir de ce groupe. Et dans un deuxième tweet, voilà, Goku nous précise que dans le groupe, il y aurait Paolo Ardonio, le CTO de Tether et le cofondateur de Kraken, Jesse Powell. Donc du beau monde, c'est assez intéressant de voir que tous ces gros patrons qui globalement contrôlent un petit peu notre milieu, finalement communiquent tous entre eux. On poursuit avec une news assez importante au niveau de la blockchain Ethereum. Le retrait des ETH en stacking est prévu pour mars 2023 avec Shanghai. Alors attention, c'est pas tout le monde qui va devoir retirer ces ETH stackés, mais ils pourront le faire. Donc tous ceux qui ont délégué en gros leurs Ethers pour justement sécuriser le réseau qui est passé de Proof of Work au modèle de consensus Proof of Stake, pourront le faire. Pour rappel, les personnes qui ont fait cette démarche ont stacké donc leur Ether et ne savaient pas du tout quand est-ce qu'ils pourraient les récupérer. Et là du coup, lors d'une réunion retransmise en direct sur YouTube, donc les développeurs principaux du réseau Ethereum ont fixé une deadline pour justement implémenter ce qui, via un hard fork, donc qui s'appelle Shanghai ou l'EIP 4895, la possibilité de retirer ces Ethereum qui sont stackés donc pour le Proof of Stake. Donc ce que ça va donner, c'est que ça va permettre aux utilisateurs de retirer leurs jetons du stacking. Et donc selon le Tech Foundation, on aurait environ 15 millions d'Ethers, soit plus de 10% de l'offre totale de la monnaie qui sont actuellement utilisés par près de 500 000 validateurs. Donc voilà, ça fait quand même une bonne partie, 10% de l'offre qui pourrait être libérée. Maintenant, est-ce que tous les stackers vont forcément récupérer leurs Ethers et donc perdre le rendement qu'ils ont via ce stacking? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que c'est clairement un élément fondamental à prendre en compte sur l'Ether parce que ça crée forcément une nouvelle pression vendeuse en plus. Et on va terminer avec une news un peu folle, bien propre à notre écosystème. Donc le fondateur de Terra Luna qui se cache encore, et là il serait caché en Serbie. Donc on a les autorités sud-coréennes qui disent qu'elles auraient des preuves et qu'elles sont en contact donc, avec les autorités serbes actuellement pour justement mettre la main sur cet homme. Mais de l'autre côté, on a donc cet homme, le fondateur de Terra Luna, qui continue de parler sur Twitter et notamment en septembre dernier qui disait qu'il était en coopération totale avec les autorités et qu'il n'avait rien à se reprocher. Un petit peu comme SBF, il me semble dans certains de ses tweets, il déclarait la même chose, qu'il allait coopérer avec les autorités et au final ces personnes ne se font jamais arrêter. Je trouve ça quand même assez dingue. Donc là lui il est vraiment recherché parce que regardez, on voit ici donc Interpol l'a ajouté à sa liste rouge des fugitifs activement recherchés. Son passeport est aussi invalidé, donc en théorie il doit aller se confronter à la justice sud-coréenne, mais il est toujours en cavale et il tweet tranquillement encore sur Twitter tout ce qu'il veut, donc je trouve ça assez fou. Et avec comme d'habitude le point sur mon portefeuille, donc là malheureusement aujourd'hui c'est pas la joie en cette début de semaine avec 13 677 €. Ça fait un petit moment que j'étais pas allé aussi bas. Pourtant le marché n'a pas tant dévissé que ça, un Bitcoin a juste perdu 100 ou 200 $ à peu près, mais certains de mes altcoins ont beaucoup perdu et c'est encore sur l'écosystème Atom. Regardez FMOS moins 12%. Alors là j'irai pas voir le graphique aujourd'hui, la dernière fois on est allé le voir, mais bon là je pense que la chute libre ne s'arrête pas. Osmo aussi qui prend moins 12%, moins 6% ES, moins 8% TILIS, bref pas mal de rouge aujourd'hui. Voilà, on va pas trop s'attarder sur ça, on va passer à autre chose. On fera pour l'instant, j'allais dire, mon plan ne change pas, j'ai pas prévu de racheter pour l'instant. Comme je vous dis, je suis toujours en stand-by, j'attends de voir un petit peu comment le prix de Bitcoin évolue avant de repasser à l'achat. Donc voilà les amis pour cette vidéo, si elle vous a plu comme d'hab, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne et tous les réseaux sociaux, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.